voyage et de venir discuter avec nous de son ouvrage. Alors, aujourd'hui à Paris, il y a plusieurs manifestations qui font que peut-être que les frères vont arriver après, les frères et sœurs, mais comme vous le constatez, on n'est pas très nombreux. Donc on va éviter les présentations que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire que l'auteur passe un certain temps à parler de l'ouvrage. Je pense que vu le nombre que nous sommes, il a préparé quelque chose. Mieux vaut que ça soit une discussion autour de son livre. On peut lui poser toutes les questions. Bon, il y a l'avantage aussi qu'on ne soit pas nombreux, qu'on peut aller en profondeur dans les questions. Donc, il faut que ça soit vraiment une discussion avec le frère pour qu'il ne se sente pas obligé de faire le cours professoral. C'est pas du tout. Voilà, éviter ça, moi non plus, je n'aime pas trop ça. Parce que quand on échange autour d'un livre, c'est pour avancer un peu à partir des informations qu'il nous a rassemblées dans le livre, c'est pour faire un pas en avant autour de ce livre. Donc, je vais le laisser lui-même se présenter le plus complet possible. Mais sachez que le frère Mpébi n'est pas son premier ouvrage. Mais les premiers, je pense plutôt que ce sont des romans. Des romans et des pièces de théâtre. Oui. Donc, avec Aniboué, quand même, c'est le premier. Alors, j'attire votre attention que c'est un roman historique qui est même plus près de, je dirais, de l'histoire que du roman. Du roman, en ce sens que je ne dis pas que son imaginaire n'a pas travaillé, mais je dis que son imaginaire a assemblé des faits réels. C'est ça d'ailleurs qui fait l'intérêt du livre, parce que du coup, le livre a un spectre de lecteur qui est plus large, parce que beaucoup de gens n'aiment pas se coltiner les essais. Et beaucoup de gens aussi n'aiment pas les romans. Alors, le livre se situe à mi-chemin entre les deux genres. C'est d'ailleurs l'intérêt aussi que l'éditeur a trouvé dans ce livre, parce que c'est une mine d'or. On a le style romancé, mais aussi on a les informations, les faits réels, puisque l'auteur s'est basé sur des faits réels pour nous proposer l'œuvre dont il va être question. Donc je ne vais pas trop m'attarder, puisque ça fait quand même un moment que le frère attend. On va essayer de discuter, en tout cas dans un climat détendu, puisqu'on n'est pas nombreux, on peut poser toutes les questions, pendant au moins une heure et demie. Mais bien avant, je demande aux frères qu'ils se présentent vraiment en détail à vous, pour que, même si on n'est pas nombreux, pour qu'on puisse savoir qui est Mpébi aussi. Qui est venu avec madame, il faut aussi dire un mot, parce que le livre a été écrit par Mpébi, mais je pense que, comme on dit chez nous, il n'y a jamais de grands hommes sans de grandes dames. Donc, c'est aux deux personnes que je tiens à dire merci de venir nous entretenir de ce livre. Donc, je vous laisse entre les mains. Merci beaucoup, Kassi. Kassi explique tellement bien les choses que je suis en train de me demander ce que je vais dire à propos du livre. Il a tellement bien présenté. Donc, le livre s'intitule Kimpavita, la fille de Nekongo. Comme il a dit, on va faire une discussion sur de ça. Donc, je ne veux pas dans l'absolu présenter ce qu'il y a dans le livre, parce qu'il faut quand même le lire. Mais je veux d'abord raconter le contexte dans lequel je suis arrivé à écrire le livre, et puis le contexte dans lequel l'histoire se déroule. Je crois que c'est le plus important. Et puis après, voilà, on pourra lire dans l'explication du contexte dans lequel s'écrit le livre, je parle de moi, donc je me présente au fur et à mesure. Et donc à la fin, vous aurez tous les détails. Est-ce utile de laisser la lumière ou de la couper? Je ne sais pas, ça c'est bon. C'est bon? Ça, vous pouvez voir, non? Okay. Donc, voilà. Je suis né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en 1974. Mes parents sont tous deux enseignants, étaient tous deux enseignants. Ma mère ne travaille plus, mon père est décédé. Je suis dans une famille d'enseignants, donc étudier c'est quelque chose qui
qui avait beaucoup d'importance. On nous matraquait autour de ça. Et à l'école, ça, disons, on va dire que ça a marché. Et quand j'étais à l'école secondaire, j'ai fait la section scientifique, option chimie-biologie. Dans les systèmes français, je crois que ça correspond à terminal S. Terminal S, je crois. Ouais. C'est à peu près ça. Ouais. Et donc pendant mes études secondaires, il y avait un cours que j'aimais beaucoup, c'était le cours d'histoire. C'était le cours d'histoire. Vraiment, j'étais passionné par ça. C'est une matière qui ne me fatiguait pas. Donc j'ai mis cette carte pour qu'on voit un peu. Ça c'est l'Afrique. Et Kinshasa, on est là. Et l'école secondaire, je l'ai faite à l'Institut Bobo Goli. C'est une des meilleures écoles de Kinshasa. C'est une école dirigée par des religieux catholiques. Pour l'anecdote, si vous connaissez l'attaquant d'Anderlecht, Mbokani, l'actuel attaquant de l'équipe d'Anderlecht en Belgique, pour ceux qui aiment le foot, il a été dans cette même école après moi. Moi j'étais avant. Et là, on s'est rendu compte, pendant les études, que la part de l'histoire africaine qu'on nous enseignait à l'école, c'était la portion congrue. Alors qu'on passait beaucoup de temps à étudier l'histoire européenne, l'histoire du monde. On n'avait pas grand-chose concernant l'Afrique. Et puis en général, ça commençait avec l'arrivée des Européens. C'est comme si, avant que les Européens arrivent en Afrique, c'est comme si on n'existait pas. Ça c'est quelque chose que j'avais remarqué. Et moi, ça me turlupinait l'esprit. Genre, mais nous, on n'a rien. Ouais, on ne faisait pas grand-chose. Et ça m'embêtait un peu. Et à cette même époque, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que la colonisation s'est déroulée dans le sens que l'on connaît. C'est-à-dire, ce sont des Européens qui sont venus vers l'Afrique et pas l'inverse. Pourquoi est-ce que ce n'est pas nous qui sommes partis coloniser? Et ça, c'est une question qui me taraudait l'esprit. J'ai eu un prof de philosophie qui est devenu un ami par après, et un jour on a passé une heure et demie à discuter autour de ça. Et lui il m'a expliqué, à l'époque, j'étais pas très convaincu, mais il disait que notre climat a joué contre nous, parce qu'il fait tellement chaud chez nous qu'on n'a pas développé la culture scientifique. Ouais. Ça c'est l'explication qu'il m'avait donnée. J'avais 16-17 ans, bon. J'ai entendu, voilà, mais sans être vraiment emballé ni convaincu. Et donc toujours, et même par rapport à notre histoire, après l'arrivée des Européens, on se rend compte qu'on ne connaissait pas grand-chose. Moi, j'étais dans une des meilleures écoles de Kinshasa. Je l'ai dit pour insister sur le fait que je n'étais pas dans une école où on ne respectait pas les programmes, où effectivement on a étudié. Mais là, on ne connaissait pas Simon Kimbangu, j'ai rien appris sur Kimpavit à l'école, alors que c'est des personnages importants de notre histoire. Par contre, je peux vous décrire toute la Révolution française sans problème. Ça, Donc il y avait quand même là quelque chose qui clochait. Moi, ça m'embêtait. Et pour l'anecdote, quand je suis arrivé à Bruxelles pour faire mon stage, il y avait une collègue assistante. Et un jour, on parlait de la famille royale belge. Et moi, je lui ai dit que la famille royale belge est allemande. Elle me dit, mais ça je ne savais pas. Et ben, moi, j'ai appris ça en classe. Pour un peu, enfin, ça me fait un peu rire. Elle qui est belge, qui a grandi ici, ne savait pas d'où venait la famille régnale. Et moi, à Kinshasa, j'avais tous ces détails-là. C'est un peu pour souligner le paradoxe. Et donc, en ce moment-là, l'autre question que je me posais, c'était aussi, en Afrique, on était pauvre par rapport à l'Europe en tout cas. Et la question, c'était toujours, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour nous?
Et petit à petit, j'en suis arrivé à la conclusion que pour bien comprendre notre situation et par conséquent pour pouvoir nous en sortir, il est important de connaître l'histoire. Parce que si on ne comprend pas le cheminement par lequel on est passé pour en arriver là où on est, on ne sait pas faire le chemin inverse pour s'en sortir. Ça s'est imposé comme évidence dans ma tête. Et tout de suite, j'ai constaté que je n'avais pas appris assez à l'école. Donc, j'ai eu le diplôme d'État, c'est l'équivalent du baccalauréat. Et j'ai quitté Kinshasa pour aller à Kisantu. Voilà, ça c'est la cathédrale de Kisantu. Je montre un peu comme ça, vous voyez un peu où on a évolué. Je suis allé étudier, je suis allé en fac de médecine à Kisantu. Et le temps que j'ai passé à la fac de médecine, je me suis dit, il faut que je me rattrape en ce qui concerne ma connaissance de l'histoire de l'Afrique. Donc le temps où j'ai été étudiant, j'ai fait des études de médecine qui m'ennuyaient un peu en passant. Mais je passais aussi beaucoup de temps à lire. Mais là aussi, c'était l'autre question. Où trouver des livres quand tu es à Kinshasa, quand tu es à Kisantu? Il n'y en a pas. Enfin, c'est difficile. Il n'y a pas de bibliothèque. Tu n'as pas assez d'argent pour en acheter. Généralement, c'est fait en Occident. Donc, c'était compliqué. Et il s'est fait que dans ma famille, on a été en contact d'une famille de tradition catholique. Donc, on a été très en contact avec des religieux. Et les religieux, eux, ils ont des bibliothèques. Et comme on avait un très bon contact, pour moi, c'était le Graal. Donc, que ce soit à l'école ou dans ma paroisse d'origine, ou même quand j'étais à Kisantu, j'ai fréquenté des religieux parce que chez eux, on trouvait des livres. Et qu'en plus, eux travaillaient sur ce type de questionnement dans les séminaires, dans les grands séminaires, dans les mémoires, quand vous lisez des questionnements sur la philosophie africaine, sur la théologie africaine, on apprenait beaucoup. Et donc moi, j'ai fréquenté beaucoup les religieux parce que je pouvais avoir des livres. Et j'ai essayé d'en lire beaucoup. Donc là, c'est l'université où j'étais, à Kisantu. C'est le siège de l'université. Et donc, en 96, le professeur Ndayouel, il publie ce livre qui fait 900 pages, 950 pages, je sais plus très bien de mémoire, un gros livre vraiment, sur l'histoire générale du Zaïre, parce qu'on est en 96, avant la chute de Mobutu. Le livre est publié, oui, fin 96, début 97. C'est un peu l'ironie, ça s'appelle Histoire générale du Zaïre, et pour en mai 97, Mobutu tombe et le Zaïre redevient Congo. Et donc le livre Histoire générale du Zaïre devient caduc alors qu'il venait à peine d'être publié. Et quelques mois après, il publie notre édition, celle-ci, Histoire générale du Congo, pour coller avec le nom du pays et en incluant le récit de l'arrivée de Kabila au pouvoir. Et donc là, il y a un religieux qui me prête le livre. Je le garde, il est vraiment grand. Je le garde pendant des semaines, et je le lis, en plus de mes cours de médecine qui sont fastidieux. Et dans le livre, il y a un chapitre sur Kimpavita, dont j'avais déjà entendu parler, mais dont je ne connaissais pas grand-chose. Et en lisant ce que Ndayouel avait décrit, ça fait tilt dans la tête. Et puis tu te dis, bon, son histoire me fascine, je veux en apprendre un peu plus. Donc là, je me mets à fouiller tout ce qui était disponible. Et quand on est à Kinshasa, à Kisantu, je vous assure que c'est pas facile. Trouver des livres, c'est un peu compliqué. Mais j'ai fini par en trouver. Et notamment, ce livre ici, écrit par Robert Cornevin, qui lui aussi parle de Kimpavita. Et alors, comme moi j'ai commencé à vouloir en savoir un peu plus sur Kimpavita, je suis tombé sur cette thèse, Bergson et la théologie morale, thèse de Pobamvika,
c'était en 76 qu'il a soutenu cette thèse. Ça aussi, c'était un gros livre, 600 pages, je crois. Et il y avait un chapitre de 120 pages sur Kimpavita. Alors, on me donne le livre par un religieux encore, en me disant, tu peux lire il y a un chapitre sur Kimpavita, tu peux lire ce chapitre-là, tu n'es pas obligé de lire toute la thèse. Mais quand j'ouvre le livre, je le trouve intéressant, et donc je lis tout le livre du début à la fin. Il était quand même assez cohérent. La thèse principale, c'était que la mystique peut amener à une connaissance. Donc on peut accéder à la connaissance aussi bien par une démarche rationnelle, classique, mais aussi par une démarche mystique. C'était un peu ça. C'était intéressant. Et je tombe sur Kimpavita. Et en ce moment-là, littéralement, son histoire me fascine. Et je me rends compte que beaucoup de ma génération, qui n'ont pas eu la chance ou la malchance de faire ce que moi j'ai fait, n'étaient pas au courant de cette histoire. Je me dis, c'est anormal. Mais comment est-ce qu'on va faire pour que les gens connaissent cette histoire? Alors je me dis, comme un petit défi que je me lance en moi, je dis, je vais écrire une histoire sur Kimpavita en me basant sur la réalité, mais en la présentant sous forme de roman. Parce que si demander aux gens d'aller lire la thèse de Paul Bamvika, aussi intéressante soit-elle, c'est pas évident. Parce que l'écriture des essais a un style un peu parfois ardu, donc voilà, c'est embêtant. Et donc je me dis, je vais écrire. Comme ça, je pense que ce sera l'occasion pour pouvoir faire connaître encore un peu plus cette histoire. Maintenant, c'est vrai que j'avais les bases scientifiques, historiques pour écrire l'histoire, mais pour écrire un roman, on a aussi besoin... Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. On a besoin de pouvoir rendre le contexte, rendre comment je peux dire ça, l'ambiance dans laquelle l'histoire se déroule. Et donc pour l'ambiance ça veut dire c'est quoi que les gens mangent, par exemple, comment est-ce qu'ils font la cuisine, comment est-ce qu'ils s'habillent. Tu sais pas écrire un roman si tu sais pas décrire ce petit détail. Où est-ce qu'ils dorment, ok, quel est le rythme de travail. Et ça tu n'as pas sur une thèse sur Kimpavita, ça tu l'as pas évidemment. Si tu veux raconter, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont malades pour se soigner. Et donc à côté du rationnel, il fallait compléter ma connaissance du fonctionnement de la société Congo. Donc il fallait encore lire là-dessus. Et je rappelle, j'ai été à l'école où on ne nous a rien appris. Donc il faut continuer à chercher. Mais le livre que je cherche qui décrit le mode de vie de Congo jour le jour, j'ai du mal à en trouver. Je frappe à toutes les portes, je n'en trouve pas. Et puis un jour à Lupin, enfin, ceux qui connaissent Kinshasa, donc Upen, c'est un quartier résidentiel à l'ouest de la ville, là où moi j'ai grandi. Et j'étais revenu à Kinshasa alors que j'étudiais à Kinshasa. Et au moment de rentrer, je trouve un vendeur de bouquins d'occasion. Je m'arrête comme d'habitude. Et puis je tombe sur ce livre. Ça s'appelle D'hier congolais. C'est un prêtre qui a été missionnaire dans le royaume Congo dans les années de Kimpavita, donc fin 17e siècle, début 18e siècle, et qui racontait au jour le jour comment la vie se déroulait. Je dis, ça y est, c'est vraiment le truc qui me manquait, sinon je ne savais pas commencer l'histoire. Et là encore, il y a une petite anecdote. Donc je négocie avec le vendeur qui... Voilà, bon, acheter les livres à Kin, parfois c'est très facile parce que beaucoup de gens n'achètent pas. Donc, quand tu trouves quelqu'un qui veut acheter, tu peux encore rabattre le prix. Mais bon, pour moi c'était quand même un petit sacrifice parce que j'étais étudiant, donc on n'a pas toujours le sou. Et quand tu en as, c'est pas... Donc j'arrive à obtenir le livre. Et le livre était en très bon état. Ça m'a aussi marqué. Très bon état. Et quand je regarde à l'intérieur, je trouve que le propriétaire du livre, c'était en fait un haut personnage de la République qui avait dû quitter le pays en 97 avec la mort de Mobutu.
Et donc des gens étaient probablement partis piller sa maison et ce livre s'est retrouvé dans la rue. Il y avait son nom. Donc le jour où j'ai vu, je n'avais pas d'argent. J'ai dit, garde-moi ça, je repars à la maison, je ramène de l'argent pour acheter. Et puis je lui fais remarquer qu'il y avait le nom du propriétaire, un homme très connu. Donc j'ai fait du recel si vous voulez. Mais maintenant s'il veut son livre, je peux le lui rendre, pas de souci. Au moment où je l'ai gardé. Et donc je prends ce livre, il est en très bon état, je le lis, et voilà, là j'ai vraiment le sentiment que j'ai la base scientifique, historique, et j'ai l'ambiance, donc je peux me lancer dans l'écriture du roman. Évidemment, pendant que j'écris, je continue à lire soit des articles, soit des actes de colloque, des choses comme ça. Et comment est-ce que j'écris? J'écris avec un cahier et un stylo. Enfin, je suis étudiant à Kisantou, c'est fin des années 90, j'ai pas d'ordinateur. C'est compliqué, il ne faut pas arriver, ça coûte trop cher, donc j'écris. J'écris vraiment à la main, du début à la fin, à la main. Et j'écris en fouillant mes cours, parce que c'est difficile de faire les deux choses à la fois. Donc, pour faire la fac de médecine chez nous, le deuxième cycle compte 4 ans. Et donc, la deuxième année, la troisième année du deuxième cycle, la première et deuxième année du deuxième cycle, j'ai souvent fouillé les cours pour pouvoir lire et travailler là-dessus, ce qui n'était pas une très bonne chose. Mais, ça ne m'a pas empêché de réussir, rassurez-vous. et après la deuxième année, j'ai fini l'écriture des livres. Donc la troisième année, je commence à refaire le cours comme un étudiant normal. Et je me souviens encore de mes amis qui disaient, toi tu dois être converti, maintenant tu viens en cours. Ben, je disais, bon, ce pourquoi je fouillais le cours, je l'ai fini, je suis en paix, maintenant je peux venir au cours. Et donc cette troisième année, c'est l'époque où maintenant, évidemment c'est écrit à la main, donc tu ne vas pas présenter un livre. Donc il faut trouver un ordinateur, saisir et imprimer. Et là aussi c'est un peu épique, donc tu te rappelles un peu. Donc là, il fallait squatter le bureau d'un ami à Kinshasa quand je rentrais pour mes vacances, ou même un peu à Kisantou. Il a fallu apprendre rapidement, parce qu'il n'y a personne qui va faire ça pour toi, moi-même à faire la mise en page de l'autre. C'est comme ça aussi qu'on apprend en autodidacte. Et donc, je finis aussi par avoir le manuscrit à la main et le manuscrit tapé. Après, je rappelle qu'on est à Kinshasa, donc ça c'est la solitude au moment où tu écris, tu restes assis toute la journée. Et après, il faut trouver un éditeur. Ça c'est la phase la plus compliquée. Donc je finis d'écrire le livre en 2001, je pense. Et je commence à chercher. Ben, quand tu envoies, j'ai envoyé 2 ou 3 maisons qui n'ont pas perçu l'intérêt. Entre-temps, je finis mes études de médecine. Je commence la spécialisation en psychiatrie à l'université de Kinshasa. Je passe 2 ans. Évidemment, j'en parle à des amis prêtres, professeurs, pour avoir l'avis aussi, savoir si ça vaut la peine. Donc j'ai des réponses plutôt favorables, même des gens qui sont très critiques. Et je commence ma spécialisation en psychiatrie à Kinshasa. Après 2 ans, j'obtiens de faire un stage à l'Université catholique de Louvain, à Bruxelles. C'est comme ça que j'arrive ici en Europe. Et par un ami commun, j'ai le contact d'Aniboué que je ne connaissais pas. Et donc on discute avec Cassie, qui voit le livre, je viens ici et je découvre un univers intéressant, parce que je crois que c'est l'un des rares endroits où on peut avoir ce dont nous avions besoin. On a eu beaucoup de discussions avec Cassie, qui a trouvé que c'était intéressant et qui a accepté de l'éditer. Donc, Cassie, merci, si je ne l'ai pas encore dit. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir ce livre et qui a été publié malgré tous les problèmes que vous pouvez imaginer.
Entre-temps, donc, je suis psychiatre maintenant. Actuellement, je prépare une thèse à l'Université catholique de Louvain, que j'espère finir l'année prochaine. Et à Kinshasa, je travaille à l'hôpital psychiatrique universitaire, donc le centre neuropsychopathologique. C'est l'hôpital psychiatrique et neurologique universitaire de Kinshasa. C'est là que je travaille. Et donc, je dois dire aussi qu'en tant que psychiatre, parce que c'est à ça que je suis formé, par rapport à nous-mêmes, c'est vrai que la psychiatrie au départ, c'est un truc qui s'adresse à l'individu, que l'on soigne, mais on peut utiliser les outils de la psychiatrie pour évaluer les communautés. Et moi, globalement, je dis par rapport à notre communauté, on est globalement, si on prend la communauté africaine, c'est la communauté des gens qui sont déprimés. La personne déprimée, c'est la personne qui n'a pas confiance en elle-même. C'est la personne qui se croit incapable de faire quoi que ce soit. C'est la personne qui croit qu'il n'y a rien de bon qui puisse se faire, qui puisse arriver. Et si vous voyez nos communautés, on est comme ça. Et on rigole tout le temps quand même. On peut, ça c'est la deuxième phase, c'est qu'il y a en psychiatrie ce qu'on appelle le coping. Le coping, c'est la manière, c'est les techniques que tu mets en place pour faire face à l'adversité. Et je pense que souvent, on rit, on danse, parce qu'on souffre beaucoup. Je crois. Et c'est ça qui nous permet de supporter notre situation qui, en réalité, objectivement, est insupportable. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de suicides chez les Africains, alors que vraiment on est dans une situation intenable. Malgré ça, on ne se suicide pas. Voilà, je m'avance, c'est peut-être ma déformation de psychiatre, mais je crois qu'il y a de ça en cela. Et moi, je suis de Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, je vis en Europe depuis 2008, je retourne régulièrement à Kinshasa. J'ai eu la chance d'aller à Haïti, je suis resté 3 mois et demi. J'ai beaucoup parlé avec les amis, avec les Haïtiens, même s'il y en a beaucoup qui ne font plus très bien la relation avec l'Afrique. Mais voilà, je trouve les mêmes problèmes, les mêmes façons de réagir. Donc collectivement, nous, on est une communauté déprimée. Et donc quelqu'un qui est déprimé, il ne peut pas produire quelque chose. C'est difficile. D'ailleurs, quand tu fais une dépression, tu as un arrêt maladie. Comment tu vas travailler en état déprimé? C'est pas possible. Et donc, je pense aussi que collectivement, si on ne sort pas de cette dépression, on ne pourra pas s'en sortir. On est dans le sous-développement, mais comment tu veux qu'on bâtisse quelque chose si on reste collectivement des êtres déprimés? Si vous n'avez pas confiance en vous-même. Et donc, il faut soigner ça. Il faut prendre conscience et soigner. Et pour moi, le soin à notre dépression collective, ça passe par une réappropriation de notre histoire. C'est très important. Parce que tant qu'on n'a pas fait le lien avec ce qu'on est, ça sera difficile. Ça passe par une connaissance de personnages comme Kimpavita, parce que c'est magnifique. Quand en 1706, elle est tuée parce qu'elle dit Dieu n'a pas créé des blancs ou des noirs. Dieu a créé des êtres humains. Et donc tous les êtres humains sont égaux. Et donc ce n'est pas normal qu'un groupe d'êtres humains réduise en esclavage un autre groupe d'êtres humains. C'est pour ça qu'elle a été tuée. Et elle prend ça tellement au sérieux qu'elle enseigne aux gens, on vous a menti, Jésus n'était pas blanc, Jésus était noir. Parce qu'en fait, comment voulez-vous qu'on commence à en croire en quelqu'un, une divinité, si cette divinité ne nous ressemble pas? C'est simplement ça le questionnement. Pourquoi tu veux que j'adhère à une religion qui ne me ressemble pas? Donc la condition, c'est de faire en sorte que cette religion me ressemble. Et c'était ça son discours. Et là, elle a été traitée d'hérétique, elle a été condamnée, elle a été brûlée vive par l'Inquisition. Excusez-moi, elle a dit qu'il était noir parce qu'elle le pensait ou pour pousser les autres à croire qu'il était semblable. Parce qu'elle le pensait, je pense. Non, parce qu'à partir du moment où Jésus est Dieu, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas noir. En fait, je
Je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir ça. Puisque Dieu n'a créé ni blanc ni noir. Donc autant on peut montrer Jésus blanc, on peut aussi le montrer noir. C'était ça le discours. Mais c'était l'extrême radicalité. Et ce discours a été, si vous voulez, si vous allez en Afrique, l'Église catholique africaine a créé le rite africain de la messe. Le rite, à Kinshasa, en tout cas, c'est le rite congolais de la messe. La messe où c'était le latin, c'était le piano. Aujourd'hui, quand tu vas à une messe africaine, c'est une messe où il y a le tam-tam, il y a les guitares, et on danse. Et on est vraiment africain. Voilà.